La salle d'audience du tribunal fédéral de Boston était silencieuse. Une tension palpable flottait dans l'air. Puis, un rire inattendu brisa cette atmosphère tendue. Ce n'était pas n'importe quel rire, mais celui du juge Richard Montgomery, un homme réputé pour son attitude inflexible et son mépris à peine dissimulé pour tout ce qui était atypique. Face à lui se tenait Emma, une jeune fille de 16 ans, vêtue d'un tailleur légèrement trop grand, emprunté à sa mère. « Vous souhaitez vraiment que je prenne au sérieux une plainte déposée par une lycéenne concernant la constitutionnalité d'une loi fédérale ?» demanda le juge en essuyant une larme de rire au coin de l'œil. Emma serra les poings sous le pupitre, son cœur battant la chamade, persuadée que toute la salle pouvait l'entendre. Pourtant, sa voix, calme et déterminée, résonna. « Votre honneur, la Constitution n'établit aucune limite d'âge pour défendre ses droits fondamentaux. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter toute une génération. » Le juge Montgomery, d'abord amusé, pencha alors la tête, son expression passant de la moquerie à une curiosité piquée. « Très bien, mademoiselle Chen. Vous avez 5 minutes pour me convaincre de ne pas rejeter cette plainte. » 3 mois auparavant, Emma observait la neige tomber à travers la fenêtre de sa chambre, les manuels de droit constitutionnel s'accumulant sur son bureau. Son ordinateur affichait l'article qui avait tout déclenché. Le Congrès venait d'adopter la loi sur la surveillance numérique des mineurs. Enfant unique d'un professeur de droit et d'une avocate en droit civique, Emma avait été bercée par des discussions juridiques, sa mère lui répétant souvent que la justice n'était pas un privilège, mais un droit à défendre coûte que coûte. Cette nouvelle loi permettait aux écoles d'installer des logiciels de surveillance sur les appareils des élèves, sous prétexte de lutter contre le harcèlement scolaire. En réalité, elle ouvrait la voie à une surveillance de masse. Emma découvrit que sa propre école préparait déjà la mise en place de ce système. Le proviseur avait même félicité Emma pour son engagement, ignorant qu'elle voyait en cela une menace. Un soir, alors qu'elle aidait son père à ranger la bibliothèque, Emma tomba sur un dossier ancien. C'était l'histoire d'une lycéenne des années 60 qui avait contesté son école pour violation de son premier amendement. Elle avait gagné. Elle demanda alors à son père « Est-ce qu'un mineur peut réellement porter plainte devant un tribunal fédéral ?» « Techniquement, oui, avec un représentant légal. Mais c'est très rare, » répondit James Shen en voyant l'étincelle de détermination dans les yeux de sa fille. Il reconnaissait cette lueur, identique à celle de sa défunte épouse lorsqu'elle trouvait une cause à défendre. « Si cette loi est inconstitutionnelle, alors quelqu'un doit la contester, n'est-ce pas ?» insista Emma. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Emma consacra chaque minute de son temps libre à étudier la jurisprudence sur la vie privée des mineurs et les subtilités des amendements constitutionnels. Au début, son père était réticent, mais il devint finalement son plus fervent soutien, contactant d'anciens élèves devenus avocats pour l'aider à peaufiner ses arguments. « Tu dois comprendre, » expliqua-t-il un soir, « que ce ne sera pas comme les débats au lycée. Les juges fédéraux sont impitoyables. » Emma acquiesça, se remémorant une photo de sa mère souriant devant la Cour suprême, le jour où elle avait remporté sa première grande affaire. « Je sais, papa. Mais maman disait toujours que la peur ne doit jamais nous empêcher de faire ce qui est juste. » Le jour du dépôt de la plainte, Emma, son père et leur avocate, Sarah Rodriguez, se présentèrent au tribunal. Les greffiers échangèrent des regards perplexes en voyant une adolescente déposer une plainte constitutionnelle. La première audience préliminaire fut un véritable défi. Le juge Montgomery, à la réputation conservatrice, semblait prendre l'affaire à la légère. « Vous prétendez que cette loi viole vos droits parce qu'elle permet à votre école de surveiller vos activités en ligne ?» demanda-t-il avec dédain. « Non, votre honneur, » répondit Emma. « Je soutiens que cette loi transforme chaque appareil personnel en un outil de surveillance gouvernementale, sans mandat ni cause probable. C'est exactement ce que le 4e amendement est censé prévenir. » Un murmure parcourut la salle et le sourire du juge s'effaça lentement. La véritable ampleur de l'affaire fut révélée lorsqu'un appel anonyme annonça que les données collectées ne servaient pas uniquement à prévenir le harcèlement, mais qu'elles étaient partagées avec des agences fédérales, créant des profils détaillés de chaque élève. Le sénateur William Burke, architecte de la loi, commença à critiquer Emma dans les médias, la dépeignant comme une activiste manipulée par des groupes radicaux. Les journalistes campèrent devant sa maison, et ses réseaux sociaux furent piratés. Un soir, Emma, accablée,
confia à son père. « Je ne peux pas continuer, papa. C'est trop grand pour moi. » James s'assit près d'elle. « Ta mère pensait aussi que certaines batailles étaient trop grandes. Mais elle disait que ce qui comptait, c'était d'avoir raison. »« Je ne sais plus quoi faire, » murmura Emma en caressant les lettres gravées sur la pierre tombale de sa mère. « J'ai l'impression d'être perdue dans une tempête, sans savoir où aller. » Elle se leva, décidée. Emma se mit à marcher entre les tombes, se remémorant les paroles de sa mère. Les cimetières ne sont pas des lieux de tristesse, mais des bibliothèques d'histoires inachevées. S'arrêtant devant un grand chêne, elle se souvint d'une discussion qu'elle avait eue avec sa mère peu avant sa mort. « La loi, ma chérie, c'est comme les constellations. De loin, on ne voit que des points lumineux, mais en y regardant de près, on comprend les lignes qui les relient. » Elle sortit son téléphone et commença à enregistrer, laissant les mots jaillir. Nous sommes la première génération à avoir grandi avec Internet comme une extension de nous-mêmes. Nos pensées, nos rêves, nos peurs, tout cela laisse des traces numériques, comme les pages de notre journal intime moderne. Et maintenant, ils veulent donner à chaque adulte en position d'autorité la clé de ce journal. Sa voix s'affirmait, portée par sa passion. Le harcèlement existe, la cyberviolence aussi. Mais la solution n'est pas de transformer chaque adolescent en suspect, de faire de chaque message privé une potentielle preuve à charge. Ce n'est pas la bonne approche. Le gardien du cimetière passa près d'elle, lui adressant un signe de tête. « Maman, tu disais toujours que les plus grandes injustices commencent souvent avec les meilleures intentions. Cette loi est présentée comme une protection, mais elle empoisonne la confiance entre les générations. Elle entrave notre droit à l'erreur, à l'expérimentation, à la croissance. » Emma s'assit sur un banc, contemplant les lumières de Boston. « Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas de perdre. C'est de gagner, mais de ne pas être à la hauteur de ce que cette victoire signifierait, de ne pas savoir porter ce message comme il se doit. » Un moment de silence s'installa alors qu'elle écoutait le bruissement des feuilles. Le gardien revint, l'avertissant que le cimetière allait bientôt fermer. Emma se leva, mais continua d'enregistrer. « Je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire, maman. Ce n'est pas le moment où l'on n'a plus peur qui compte, mais le moment où l'on accepte que la peur fait partie du voyage, sans qu'elle n'influence notre destination. » De retour près de la tombe de sa mère, elle sortit une photo qu'elle gardait toujours avec elle. C'était une image de Lisa Chen à 16 ans, lors de son premier discours public pour le club de débat de son lycée. « Demain, je ne parlerai pas de jurisprudence ou de précédents. Je vais leur parler de toi, de moi, de tous ces adolescents qui méritent de chercher leur voie sans se sentir observés par Big Brother. » Le ciel était désormais noir, parsemé d'étoiles. Emma rangea son téléphone et caressa une dernière fois la pierre tombale. « Je crois que j'ai trouvé ma constellation, maman. » De retour à la maison, James Shen l'accueillit avec un sourire, prêt à écouter tout ce qu'elle avait à dire. Ce n'était pas seulement une affaire pour Emma, c'était une promesse. Le lendemain, la salle d'audience s'emplit à nouveau, mais cette fois-ci, une légèreté était palpable dans l'air. Emma s'avança, son cœur battant à tout rompre. Elle se tourna vers le juge, mais cette fois, c'était un regard déterminé. « Votre honneur, je ne suis pas ici pour me battre contre des adultes. Je suis ici pour représenter l'avenir de ma génération. » Le juge, après un instant de surprise, acquiesça lentement. Emma savait que cette lutte n'était que le début, mais pour la première fois, elle se sentait prête.